vu quand même qu'au niveau credo, on a une certaine faculté à prévoir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a étudié cette table. Est-ce que le réseau fibre sera prêt à prendre le relais du réseau cuivre? Et on a fait un sondage, et c'est justement la question qui intéresse tout le monde. C'est parfait. Hein. Et le sondage, vous n'en doutez pas, il n'est pas trafiqué. Hein. C'est vrai, parce qu'on est aussi surveillé. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Non, non, le sondage est vrai. Donc, on va se poser cette question, est-ce que le réseau fibre sera prêt? Il y a de quoi se poser cette question. Bon, on va quand même rester optimiste. Donc, pour ça, d'abord, on va être deux à animer cette table ronde, puisque, comme je vous l'ai expliqué, notre ami Jacques a un petit problème de santé qui l'empêche. Alors, on est désolé pour lui parce qu'il a tellement travaillé que c'est dur, mais qu'il soit certain, on va utiliser tout son travail et c'est ce qui va nous permettre d'animer cette table. Alors, on va commencer par présenter les intervenants qui sont nombreux. Hein. On en a 7 sur scène et on en a un à distance, donc on a 8. Il va nous falloir arriver à manager tout ça pour tenir dans le délai qui nous est imparti. Voilà, donc on va commencer les présentations. La première personne, Mireille Benin, est conseillère technique à la FNCCR. Alors, on a aussi avec nous Ouria Bouakaz, qui est responsable market développement opérateur immobilier chez Corning. Bienvenue. Nous avons Didier Gaz qui va nous représenter Objectif Fibre aujourd'hui. Il n'est pas avec sa casquette orange, il est avec sa casquette Objectif Fibre et il va justement dire comment Objectif Fibre a pris en compte cette extinction du cuivre pour laisser place à la fibre optique. Alors ensuite, on a Lorient Chohin, qui est responsable des analyses stratégiques et réglementaires au sein du groupe Altitude et qui donc nous donnera le point de vue d'un opérateur d'infrastructure. Ensuite, il y aura Willy Pellat. Willy Pellat est responsable marketing de la ligne télécom cuivre chez Acom et qui, bien entendu, est entre autres, est tout à fait au fait de ces problèmes d'appro du cuivre pendant ce démontage et il va pouvoir nous en parler. Alors, dans cette table, nous avons aussi Pierre-Yves Pontier, qui est directeur associé chez CETIX et responsable du secteur d'activité collectivité. Bienvenue aussi. Ensuite, nous aurons à distance Serge Pujol. Alors, Serge Pujol nous manque énormément puisqu'à un moment donné, ses activités professionnelles l'amenaient à travailler avec nous de façon systématique, mais il s'est un peu éloigné. Néanmoins, il reste très attaché à la fibre, au débit, et il pourra nous parler donc, avec sa casquette expert en infrastructure de réseau. Voilà, et pour finir, nous avons avec nous Antoine Roussel, qui est directeur général de la société Alsatis et qui nous donnera le point de vue d'un opérateur de service. Donc, nous allons commencer cette table ronde et on va commencer par la première question qu'on se pose tous. Hein, on a tous cette question en tête. C'est les réseaux FTTH. Non, je crois que là, on va commencer par un petit préambule. Ah bon, si ça ne te dérange pas. Alors là, c'est le direct. Comme quoi, tu vois, on ne peut pas prendre la parole comme ça après d'autres. Ce n'est pas si simple. Ah, oui. Donc, on planifie la fermeture des réseaux fibres en France. Mais il y a des pays qui ont déjà commencé cette fermeture du réseau cuivre, ou qui du moins sont déjà avancés sur le sujet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit focus sur la situation à l'international. Donc, je vais passer la parole à Ouria de la société Corning, qui va nous faire un petit retour d'expérience de ce qu'on peut constater, ou ce qu'ils ont constaté dans les échanges qu'ils ont avec les opérateurs à l'étranger. Oui, merci. Donc voilà, mon intervention va être un petit peu plus portée à l'international. Et donc on voit aujourd'hui que dans la trentaine de pays européens, il y en a à peu près 17 où l'autorité de régulation a déjà mis en place plusieurs régulations en fait qui vont gérer cette transition et le décommissionnement. Et 13 de ces pays ont commencé déjà à faire, à justement enlever et arrêter les lignes de cuivre. Donc, on voit en général, même au-delà de l'Europe, les pays vont tous dans la même direction, mais ils vont à peu près à des vitesses différentes.
Cependant, donc ce processus met les opérateurs à plusieurs challenges. Je vais me focaliser sur 3 de ces challenges. Donc, le premier, c'est l'obligation de l'opérateur face aux clients particuliers ou aux wholesale, les clients wholesale. Donc là, je vais prendre l'exemple de Telefonica, où ils disent que pour eux, pour finaliser la fermeture d'un local exchange, ça peut prendre jusqu'à 6 ans. Et cela est dû principalement, les régulations en Europe sont un petit peu plus strictes que dans pas mal de pays. Alors, les 6 ans s'expliquent par le fait que la notification qui doit être donnée aux clients privés est de 1 an. Sauf que lorsque vous avez un client qui est un client wholesale, eh bien, techniquement, il peut rester sur le local exchange pendant 5 ans. Donc, cette durée peut s'étendre un petit peu. Et si on regarde ça en contraste avec les États-Unis, par exemple, où les contraintes et les obligations aux clients wholesale sont minimes, et vous avez Verizon, par exemple, qui doit donner une notification aux clients privés qui était de 180 jours, et les autorités de régulation a diminué ce nombre à 90 jours. Donc, vraiment, ils donnent plusieurs incentives. Donc, ils poussent vraiment à accélérer ce process. Le deuxième challenge, c'est, et je pense que ça a été mentionné à la première table ronde, c'est la gestion de toutes les municipalités, les autorités locales, et comment améliorer cette communication, cette planification en amont. Et là, je prends l'exemple de Telenor en Norvège, où ils ont vraiment expliqué que ce process a été fait municipalité par municipalité, où ils ont fait toute cette planification, non seulement sur le décommissionnement, mais leur réseau fibre, et expliquer comment ce process allait se faire et travailler avec eux aussi sur le plan écologique, en fait, du recyclage de ces infrastructures qui ont été enlevées. Et Telenor nous dit que justement ce travail très minutieux, vraiment municipalité par municipalité, à travers tout le territoire, et des fois c'est arrivé à être rue par rue, à vraiment. Le troisième challenge, c'est le challenge qui est lié au service universel. Et là, je vais aller aux États-Unis, donc avec AT&T qui a annoncé vouloir arrêter le service cuivre en 2022. Sauf qu'il y a donc des associations de consommateurs qui se sont un peu inquiétées justement de la potentielle incapacité de AT&T d'assurer un service qui soit égal ou encore meilleur à ce qui a été offert par le service cuivre. Et donc AT&T a annoncé un peu leur plan très ambitieux. Ils veulent réduire leurs emplacements de cuivre en passant de 60 millions à 30 millions d'ici 2025 et de doubler le nombre pour la fibre, de passer de 15 millions à 30 millions. Ils ont parlé de l'utilisation d'autres technologies, dont le Fixed Wireless Access, mais ils disent que justement, certes, le Fixed Wireless Access qui va cibler ou qui cible les zones un petit peu plus rurales ou très reculées, mais le Fixed Wireless Access ne va pas être la solution à tous les problèmes. Et c'est vraiment la fibre où vraiment il faut pousser la fibre jusqu'au bout, le plus loin possible en tout cas, pour assurer une très bonne qualité de service une fois que le cuivre est terminé. Merci beaucoup, Auréa, pour ce voyage dans la fin du cuivre dans le monde. Je vais peut-être passer la parole à Pierre-Yves, peut-être un commentaire sur le marché italien sur lequel vous avez travaillé. Oui, sur le marché italien. En fait, bon, je suis complètement ce qu'a dit Auréa. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que depuis quelques années, on a travaillé sur
sur une dizaine de pays, sur des projets FTTH, soit pour des AppNet, soit pour des opérateurs historiques. Et à chaque fois, en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'arrêt du cuivre est planifié, enfin, il est programmé, il y a des actions, mais nulle part, on a vu une action de nature. Donc, à chaque fois, c'était qui espérait pour améliorer les business plans. Mais aujourd'hui, dans aucun pays, on a vu d'action concrète d'envergure industrielle sur l'extraction du cuivre. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de passer à la première question. Oui, je reprends la parole là où j'ai été coupé quand même violemment. Voilà, donc je reprends. Les réseaux FTTH seront-ils suffisamment dimensionnés? On a vu que ça inquiète tout le monde, on se pose toutes ces questions et on va demander à quelques personnes. On va commencer par Monsieur Lorian Chouin, qui va nous donner la vision en fait d'Anoï, puisqu'il est chez Altitude, et avec quelque chose comme 4 millions de prises, je crois. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est vous, votre vision. Est-ce qu'il est suffisamment dimensionné ou pas? Merci, bonjour à tous. Peut-être d'abord pour remettre un petit peu Altitude en perspective. Donc, depuis le rachat de Covage, aujourd'hui, Altitude, c'est un groupe avec un opérateur B2B sous la marque Covage. C'est le premier ROI RIP de France à égalité avec Orange, effectivement, avec un peu plus de 4,5 millions de lignes à terme, donc fin 2023, début 2024, avec les 4 scènes qui sont présents aujourd'hui en passif sur nos réseaux. Et donc, on est tout à fait prêt à accompagner le changement vers la fibre. Pour nous, la fibre, le passage à l'arrêt du cuivre, c'est une opportunité. C'est tellement une opportunité qu'on voudrait même voir le cuivre fermer plus vite. Aujourd'hui, Orange annonce des fermetures massives plutôt en 2029-2030. On aimerait même que ça arrive avant, parce que c'est plutôt avantageux pour les business plans des RIP, évidemment. Et puis ça sera au bénéfice aussi de tous les consommateurs qui, du coup, profiteront de la fibre et de meilleurs débits. Quand même, il faut évidemment que ce plan inclue l'ensemble des acteurs, y compris les OI et les délégants, lors de cette bascule. Sur le sujet maintenant du dimensionnement plus particulièrement, on identifie 2 sujets. Premier sujet, c'est la densification. La densification, donc la construction de nouveaux locaux. Nous, nos réseaux, ils incluent de la surcapacité, 20% de surcapacité dans nos câbles. Et donc, on est assez serein sur le fait qu'on saura absorber complètement ces nouveaux locaux. Le sujet, c'est plutôt d'être prévenu suffisamment en amont et que les promoteurs n'oublient pas les OI au moment des constructions pour qu'on sache qu'il faut raccorder les gens au moment où ça se construit. Si jamais ce sujet était, on va dire, s'il y avait des oublis, il n'y aura finalement pas trop de difficultés en termes de dimensionnement, c'est plutôt en termes de délai, puisqu'il faudra quelques mois éventuellement pour raccorder les locaux. Et quand il y a de la densification, évidemment, on reconstitue la surcapacité. Donc, si on en consomme, on redéploie, et donc on a systématiquement de la surcapacité. Donc, on travaille évidemment avec Infranum aussi à ce sujet-là pour avoir pour être identifié, on construira des maisons. Deuxième sujet, multi-accès FTTH. Donc, c'est quoi? C'est des entreprises qui utiliseraient plus qu'un accès dans leur local. On pense par exemple à des banques qui peuvent avoir besoin de plusieurs lignes. C'est aussi par exemple des EHPAD ou des pépinières d'entreprises qui ont besoin de plus d'une ligne. C'est des besoins qui ne sont pas nécessairement identifiés, nous, au début, quand on fait le relevé de boîte aux lettres. Et c'est pour ça que, sur cet aspect-là, on a plutôt besoin de données qui viennent d'Orange, qui va nous dire combien de lignes il a en cuivre à ces endroits-là. Et donc ça, on a vraiment besoin d'avoir cet accès à cette information. Sachant qu'en plus, le multi-accès, par exemple, entreprise, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs lignes cuivre qu'il y aura nécessairement plusieurs lignes fibres. Aujourd'hui, il y a des lignes cuivre qui sont utilisées pour augmenter le débit. A priori, une ligne fibre pourra suffire dans ces cas-là.
OK, ben merci beaucoup pour ces précisions. Donc maintenant, on va s'adresser à Didier Cazes. Alors Didier Cazes, que tout le monde connaît avec une casquette orange, mais aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'il va mettre. Aujourd'hui, il va nous parler d'Objectifib. Donc Objectifib, c'est une plateforme de travail qui est commune un peu mal. Le Credo, il va aussi à l'intérieur. Et donc, justement, ce dimensionnement. Merci, merci. Bonjour à tous et à toutes. Justement, bon, avec cette casquette d'Objectifib et donc transverse, regroupant aussi bien les opérateurs, mais aussi bien les OI que les OC, que les industriels et que les installateurs, on a maintenant suffisamment de recul pour donner une réponse claire et nette par rapport à votre question. Moi, je dis oui. Voilà. Alors, je vois plutôt les choses, le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc, je vais vous faire une petite démonstration toute simple. La construction des réseaux, ce n'est pas nouveau en France. Et ce réseau-là, notamment, il a été construit sur un modèle à peu près identique à un précédent, donc celui dont on parle à sa mort aujourd'hui. On parle de sa mort venue prochaine, notamment. À l'exception faite, c'est qu'on a construit un nouveau réseau, non pas en point-à-point, qui parfois est beaucoup plus rigide et ne permet pas de louper des choses et qui met parfois en difficulté chaque fois qu'on trouve une nouveauté et dit « mais celui-là, je l'ai oublié ». Mais je n'ai pas assez de fibres ou je n'aurai pas assez de câbles pour pouvoir l'atteindre. Mais justement, le fait d'avoir construit un réseau beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, uniquement la partie terminale, oui, où je peux mettre un bémol sur la partie terminale, où justement, du PM jusque dans le logement, on est en point-à-point. Et donc, c'est vrai que si là, il n'y a pas le nombre de fibres nécessaires, enfin, du moins, surnuméraire, il n'y a pas un nombre surnuméraire, c'est vrai qu'il sera difficile d'apporter 2 où on n'a prévu que 1. Maintenant, ce que je voulais simplement dire, c'est que quand on construit un réseau, il n'est jamais figé, ce n'est pas une photo à l'instant T. Nous avons fait une photo, en effet, il s'est fait des photos il y a 15 ans, au début. Et puis, graduellement, on a dit, au-delà d'atteindre le grand public et l'entreprise, il faut aussi atteindre les maisons secondaires, mais aussi, il va falloir intégrer les lignes de la gestion technique du bâtiment. Et donc, on a vu le nombre croissant d'années en année. C'est-à-dire qu'on a dit au départ, il y en a pour 30 millions, et il y en a à 41 millions aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, de tout ça, les OI ont accaparé le sujet et ils savent répondre, en faire en sorte que l'ensemble du bassin, l'ensemble, on va dire, l'aire de jeu, elle est bien adaptée. Donc, moi, je dis oui, ça sera vraiment adapté et on le voit au quotidien que ça marche, quoi, ça matche bien. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je fais juste une aparté, mais ce sera la question suivante que vous poserez après. C'est vrai que les dernières choses qui peuvent avoir surpris les gens, c'est ces fameux, ce que vous appelez les lignes spéciales et choses comme ça, c'est-à-dire la vie, le smart, tout ça, mais en même temps la vie à l'intérieur propre du logement, en fait, du logement du bâtiment, la GTB. Et ça, par contre, tout à l'heure, ça a été dit à la précédente, dès 2017, on a mis autour de la table tous les gens concernés de ces plusieurs millions de lignes. Là, un livre blanc a été écrit. Suite à ce livre blanc, une année après, 2018, Objectifib publiait le moyen de récupérer, de migrer toutes ces lignes spéciales sur la fibre optique, charge ensuite à tous les OI de prévoir cette fibre surnuméraire dans leur futur PM. Donc voilà, donc ce que je dirais que quelque part, moi, il n'y a pas de souci en matière d'identification et d'adressable, parce que ce qui omnibule tout le monde depuis quelques années, c'est le raccordable. C'était un peu critiqué tout à l'heure, on n'a parlé que du raccordable, on n'a pas parlé du raccordé. Mais il fallait parler aussi de l'adressable, c'est-à-dire mettre le nombre de PM nécessaires pour pouvoir, là, hors les immeubles neufs, les lotissements et tout ça, qui ça, au fur et à mesure, ben, ça va se grandir. Mais on a cette agilité de faire évoluer nos réseaux, nos arbres optiques là-dessus. Et donc voilà, je terminerai là-dessus parce qu'on a déjà connu ça.
Moi, j'ai connu la construction des réseaux où c'était que du point à point et où tous les 6 mois, on changeait les câbles parce que justement, on n'avait pas suffisamment dimensionné. Avec la fibre optique, je n'ai pas vu démonter des arbres optiques jusqu'en 15 ans, au fur et à mesure, là-dessus. Comme à l'époque, moi, j'ai vu des 448 paires à enlever pour les remplacer par des 900 paires, pour les remplacer par des 800 paires, et tout ça parce qu'on n'avait pas su bien calculer et évaluer. Voilà. Merci Didier. Effectivement, notre problème, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de basculer du cuivre vers la fibre, c'est qu'en même temps, le monde a bougé. Le monde a bougé et les services qu'on attendait, le triple play du cuivre, quand on se retourne, c'est tellement loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on attend de la fibre, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Alors, bon, on a vu donc, le point de vue de l'OI, on vient de voir le point de vue de quelqu'un qui s'occupe des bonnes pratiques d'un industriel qui travaille au design de réseau en permanence. Et en fait, qu'est-ce qu'on pense donc de cette possibilité? Est-ce que c'est bien dimensionné ou pas? Alors, je suis globalement d'accord avec les deux intervenants, mais j'apporterai juste une petite modération. En fait, les réseaux FTTH, quand on les design, on prend en compte tous les sites qui sont associés à une parcelle cadastrale ou un code adresse. Donc, typiquement, on va aller chercher toutes les habitations, toutes les entreprises, notamment si elles sont localisées en zone urbaine. Ce qui risque de manquer, c'est d'une part des lignes pour certains objets techniques dans les zones urbaines, mais là, on aura quelque part le réseau qui est déjà tiré, surdimensionné en France. Ce n'est pas le cas ailleurs en Europe, mais en France, c'est vrai, donc on pourra aller chercher ces lignes-là. Par contre, moi, j'ai déjà observé à plusieurs reprises certains sites techniques où il n'y a pas d'habitants, où il n'y a pas d'entreprise, et qui sont localisés en dehors des zones urbanisées. Je pense par exemple à des pylônes radio téléphonie mobile, à des postes électriques, qui peuvent être très éloignés des zones urbaines. Et ces sites-là, la plupart du temps, ont été ignorés des designs. Et donc, pour aller les chercher, il faudra faire de nouveaux investissements significatifs parce que ces sites sont éloignés. Eh bien, merci beaucoup pour cette transition, parce que ça va m'amener là. Donc, Didier, voyez le verre à moitié plein. Moi, je suis solide de vous dire ça. Ouria nous a parlé aussi qu'à l'étranger, certains ont recours ou pensent avoir recours à des technologies sans fil. Donc, je vais me tourner vers Antoine, opérateur de service. Qu'est-ce que vous pensez du 100% fibre? Bon, sans faire de polémique, bien sûr. L'idée, c'est plutôt de regarder ça sous un angle technique. Et puis, s'il n'y a pas de 100% fibre, y a-t-il un salut à travers les réseaux sans fil, justement? Mais merci de me poser la question. Oui, alors le 100% fibre optique, c'est très joli. C'est bien marketé, c'est facile à comprendre, on parle beaucoup de péréquation. Donc, effectivement, on aurait pu s'arrêter là. Mais le monde est complexe. Vous l'avez répété, beaucoup de gens sont intervenus pour expliquer les difficultés qu'on pouvait avoir à mener ce plan, qui est extrêmement vertueux et que je suis certainement pas là pour critiquer. Mais effectivement, Alsatis, nous, on est né de la fracture numérique. C'est un truc qui existait au début des années 2000, si tant est qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et à cette époque-là, le problème n'était pas si grave. Permettez-moi un petit rappel d'histoire. Et les projets étaient menés par des EPCI, des communautés d'agglo, des communes, qui avaient le pouvoir à cette époque-là, au début des années 2000, de faire un constat de carence et de mener des projets pour déployer une infrastructure alternative et compléter le numérique de leur territoire. Et à cette époque-là, on avait déjà la notion que le numérique participait à l'attractivité des territoires, à l'économie, et qu'elle était indispensable à l'épanouissement de nos concitoyens. Depuis le boulanger qui menaçait de quitter la commune parce qu'il ne peut pas commander sa farine, à la famille de 4 personnes avec 2 enfants qui grandissent et qui font chauffer le moulin. Donc, de ce constat-là, ont été menés un certain nombre de projets avec beaucoup de bon sens, mais avec les technologies qui étaient à l'époque celles qu'on pouvait utiliser, donc des technologies non normées. J'en rougis presque devant vous. On déployait des réseaux sans fil avec la technologie Wi-Fi et on fournissait des connexions 512 à 2 mégas. Certains de nos clients sont encore équipés avec ça aujourd'hui. Et puis, la maille est remontée au département puisqu'on avait quand même un gouvernement lucide
qui s'est rendu compte qu'il fallait agir sur le numérique, mais ça, tout le monde, vous le savez ici. Et du coup, on a eu des SDAN. Et heureusement qu'on a eu des SDAN. Et donc, au début des années 2010, même un peu avant, on a eu des schémas directeurs d'aménagement numérique et on a eu une harmonisation des programmes au niveau des départements. Et c'est une très bonne chose. Donc, si vous voulez m'entendre sur le tout fibre optique, je dirais que la meilleure initiative, ça a été de donner la main au département pour déployer des infrastructures propriétaires de nous, publics. Et je trouve que c'est une très bonne chose sur un schéma qui aujourd'hui pousse à un nouveau concept qui, moi, m'excite beaucoup par rapport à mon métier qui s'appelle les territoires connectés et durables, maîtrisés et souvent de technologies mixtes. Voilà. Donc, à la question tout fibre optique, bien sûr, si tout le monde peut avoir de la fibre optique, en tout cas une qualité de service compatible avec les usages de demain. On disait que les usages de demain allaient largement dépasser ceux d'hier. Est-ce qu'on les voit vraiment aujourd'hui? On les pressent, on les soupçonne, on les frôle, mais clairement aujourd'hui, on est encore dans un usage assez traditionnel de nos connexions et ça va largement changer. Donc, merci de m'avoir posé cette question. Vous m'avez dit qu'on était un opérateur de service. On est surtout un opérateur d'infrastructures complémentaires à la fibre optique. Et aujourd'hui, j'espère qu'on pourra aider les départements et les prescripteurs publics à construire leur politique numérique maîtrisée, durable, respectueuse de leur environnement, en marge des enjeux privés que je respecte et qui expliquent un certain nombre de retards et de difficultés, bien sûr. Mais alors, Antoine, si on devait parler d'autres technologies, autre que la fibre, qu'est-ce que vous, de votre fenêtre, vous pourriez voir? Il faut quand même que je fasse mon boulot, vous avez raison. Je suis président de la commission radio d'Infranum, donc je représente les solutions alternatives. On a parlé tout à l'heure du wireless, on l'a dit en anglais, hein, wireless fixed access. C'est le THD radio en France. L'État a considéré cette technologie puisqu'il y a eu un guichet qui a été ouvert pendant plusieurs années et qui a permis au département de prendre prise et donc d'acter cette technologie et de l'intégrer à leur politique numérique maîtrisée. Il y a bien sûr aussi le satellite. On a un opérateur aujourd'hui que tout le monde connaît qui s'appelle Eutelsat, qui est extrêmement sérieux et qui permet évidemment une couverture homogène de l'ensemble du territoire et qui permet à des dizaines de milliers de personnes de se connecter à défaut d'autres solutions en ayant sens du pragmatisme en marge de la solution marketée du 100% FTTH pour lequel vous ne m'entendrez pas critiquer. Clairement, aujourd'hui, juste quelques chiffres, hein, je regardais les derniers chiffres de l'Observatoire. Sur les RIP, je me retourne vers l'ensemble des intervenants et des gens qui sont dans la salle. Il me semble qu'il reste plus de 5 millions de prises à faire, à peu près. Je ne dis pas de bêtises. Plus. Peut-être 6, 7. Bon, aujourd'hui, le marché alternatif radio THD, donc il y a l'héritage Wi-Fi, WiMAX, mais on va parler THD radio, c'est comme la solution la plus sérieuse qui fonctionne aujourd'hui avec la norme du LTE, qui permet à ces réseaux, c'est une parenthèse, d'être compatibles avec des services de mobilité et avec éventuellement des accords avec les grands opérateurs, ce qui permettrait éventuellement de cumuler deux objectifs, qui est d'une part, gommer la fracture numérique et d'autre part, de permettre aux réseaux de mobilité de s'installer durablement dans les territoires où ils ne le sont pas. Techniquement un peu compliqué, politiquement certainement encore plus. Par ailleurs, le satellite plus la radio, c'est peut-être 100 000, peut-être 150 000 usagers aujourd'hui en France. C'est difficile d'avoir les chiffres puisque chacun se les garde tranquillement dans sa poche, mais c'est un marché qui pourrait adresser 1 million, 2 millions de foyers, mais ce n'est pas souhaitable, j'ose le dire, et pourtant, Dieu sait que je respecte ma confrérie et que je suis là pour les protéger et les mettre en valeur, mais on parle de technologie alternative, on parle de transition, on est la France, on est un grand pays, on doit se fibrer, on doit avoir une infrastructure, une ossature publique ou privée très haut débit de grande qualité. Donc, ne souhaitons pas à la technologie alternative de faire au-delà de ce pourquoi elle existe. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est que dans ces technologies alternatives, on a parlé un peu de Wi-Fi, de WiMAX. Bon, WiMAX est un petit peu disparu, mais de LTE, 4G, etc. Donc, mais ce que je retiens de votre intervention, c'est que priorité à la fibre, finalement. Et au Credo, on ne peut que vous en remercier, hein, de toute façon. Donc, bon, on avait prévu de parler un peu de... J'avais été bien briefé. Ah bah, bien sûr.
Merci Jacques. On avait prévu de parler un peu de Starlink, mais j'ai cru comprendre que Starlink, ils avaient quelques soucis en ce moment en France, puisqu'une association, je sais pas, d'utilisateurs, je ne sais pas exactement, une association s'est retournée contre eux en demandant la mise en œuvre d'une enquête publique sur l'utilisation des services. Bon, je n'ai pas suivi ça de très près. Je vous propose donc de passer peut-être ce point-là et d'arriver directement à la troisième question. Et je vais laisser Claude. Pierre-Yves, est-ce que tu veux nous dire un mot sur Starlink ou non? Pas plus que ça. Donc, j'ai bien vu qu'il n'était pas extrêmement motivé pour parler de Starlink. Donc, je vous propose de passer à la troisième question. C'est extraordinaire, ça. Il sait lire dans les pensées, c'est merveilleux. Alors, nous allons passer à la troisième question. La troisième question, c'est on sait tous qu'il y a plein de lignes dites spécifiques. Alors, ça recouvre un tas de choses. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait d'éteindre le cuivre va avoir un impact sur ces lignes spécifiques? Ça, c'est vraiment... Alors, on va, dans un premier temps, faire appel à Mireille Benin. Mireille Benin, vous la connaissez aussi sur pas mal de casquettes. Elle est membre du comité de pilotage du Credo, elle est membre du conseil d'administration de Credo, elle est trésorière du Credo. Donc, mais aujourd'hui, elle va intervenir avec une casquette FNCCR en tant que conseillère technique. Et justement, la FNCCR est membre du comité national de concertation sur le cuivre. Et donc, c'est à ce titre qu'on attend des réponses. Merci Claude. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots d'abord sur la FNCCR, peut-être que tout le monde ne la connaît pas. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies est une association d'élus locaux qui regroupe des collectivités territoriales en charge des services publics en réseau, comme l'énergie, l'eau, le numérique et les déchets. Et on est une association d'élus locaux à caractère assez technique, puisque soit ces collectivités délèguent à un opérateur sectoriel la gestion de ce service public, soit ces collectivités le gèrent par elles-mêmes sous forme de régie ou de société d'économie mixte, etc., etc. Donc, on a un attachement et un prisme très particulier à suivre l'évolution des réseaux, dont pour certains de nos membres sont des autorités, des collectivités aménageuses numériques. Claude parlait du comité de concertation cuivre à laquelle la FNCCR participe. J'en dirai peut-être quelques mots ultérieurement, mais c'est vrai que lors de la dernière réunion de ce comité, le ministre Cédric O a interrogé les participants sur les risques perçus par la fermeture du cuivre et les lignes spécifiques, ce que nous appelons les lignes qui servent à la sécurité, à la sécurisation de certains usages, ont été évoquées. Donc, c'est à la fois des lignes individuelles pour des usages de sécurisation individuelle, je pense à la téléassistance des personnes à domicile ou des téléalarmes, tout simplement. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions. Ce genre de service, je devrais le préciser, avait un prérequis de passer par une ligne RTC, donc avec le maintien de la téléalimentation, bien évidemment. Et aujourd'hui, la plupart de ces services préconisent l'installation d'un onduleur. Mais bon, c'est une préoccupation d'élus locaux, bien évidemment, mais au sein de la FNCCR, on a des usages aussi un peu plus industriels et plus structurants. Ce sont toutes ces lignes qui servent à la télérelève ou au pilotage des usines d'eau potable. Avec des services vitaux. Nous avons déjà eu l'occasion
de proposer d'être partie prenante des expérimentations de fermeture du cuivre qu'Orange a planifiées là juste avant vraiment les grandes opérations de fermeture, pour voir comment, dans quelle mesure les solutions fibres pouvaient convenir, ou parce que jusqu'à présent, les solutions alternatives qui avaient été suggérées ne rencontraient pas un grand enthousiasme. Remplacer une ligne cuivre dans un château d'eau ou dans une usine d'eau potable qui est située en zone moins dense ou dans la campagne par une solution hertzienne, évidemment, rencontre quelques interrogations. Donc voilà, donc nous allons essayer de faire le point avec nos collègues du département Eau. Nous allons nous lancer déjà dans un recensement, faire le point sur ce qui est proposé, et nous sommes volontaires certains d'entre eux sont volontaires pour participer aux expérimentations actuelles. Nous allons demander maintenant à Antoine Roussel si lui, justement, il a une vision côté de ces lignes un peu spéciales qu'il faut prendre en compte. Non, alors nous, je ne sais pas du tout si je suis le meilleur intervenant pour commenter vos propos, enfin rebondir dessus. Nous, on a déjà été confrontés à ça, effectivement, puisque dans des zones de désertification, on s'est retrouvé à devoir pallier à des services critiques qui étaient en danger. Et effectivement, la technologie radio, quand elle est bien managée, permet d'avoir un certain niveau de garantie. Maintenant, tout le monde l'aura compris, un réseau filaire est par définition plus sécurisé, dans le sens où il est un petit peu moins agressé et agressable par son milieu extérieur. Donc, c'est une très bonne raison pour favoriser de toute façon sur des services critiques qui ne peuvent supporter un dysfonctionnement, de privilégier le câble de tout type, bien sûr, que ce soit Ethernet ou fibre. Voilà ce que je peux vous dire sur les aspects critiques. Okay. En fin de question, il était prévu de faire des commentaires. Pour des raisons d'heure, on coupe un peu. Donc, si vous avez quelque chose à dire, à un moment donné, vous levez la main, on passerait la parole. Mais alors, vous faites des inserts courants. Pierre-Yves, tu voulais peut-être… Oui. Enfin, oui, sinon j'aurais joué le rôle en commentaire après coup. Non, mais justement, je ne rentre pas totalement, je partage ce que Mireille a dit en la matière par rapport à toutes ces lignes là-dessus. Après, pour beaucoup de ces services, moi, je reviens sur la base du livre blanc publié par la FFT en 2017-2018 pour tout ce qui est dans l'habitat, donc tout ce qui est de cette fameuse gestion technique du bâtiment. C'est quand même pas anodin, c'est quand même là-dessus. Et donc, c'est vrai que ça devient une affaire plutôt dossée. Enfin, parce que c'est un service d'abonnement. Est-ce que le client, le prestataire en question, que ce soit l'ascenseuriste, que ce soit celui qui fait la télérelève ou le côté chaufferie ou autre, quel type d'abonnement il veut souscrire et tout ça. C'est vrai que là, c'est partagé, on voit le marché qui se partage, soit sur le mobile, la 2G, 3G, et il va falloir penser à autre chose, puisque vous avez suivi un peu les évolutions. Donc, il va falloir penser à la 3, à la 4 et 5. Bon, ça, c'est une chose. Ou le réseau filaire, donc, qui est quand même sécurisant là-dessus. Et là, donc, Objectif Fibre, on s'est posé la question. Est-ce que le réseau qui se déploie en la matière et qui n'a pas pris en compte ces fameux millions de lignes qui servent à cela, serait capable de récupérer ces services-là? Et là, oui, là, je réponds aussi, oui, nous y avons pensé. Nous nous sommes dit qu'il faut en gros une seule ligne par bâtiment. Si on met un système de mutualisation qui récupère l'ascenseur, la chaufferie et tout ça, là-dessus, ce qui fait une seule ligne. Alors, je dis, mais une seule ligne, quel est son impact sur le PM? Parce que c'est quand même là-dessus. Et donc, quand on voit un PM 300, 360, mais 300 là-dessus, en gros, si on est ces services-là, ils sont pour de l'immeuble, donc du collectif. Donc, en gros, on peut y mettre entre 15 et 20 immeubles. Ce qui veut dire qu'il faut être sûr d'avoir 15 à 20 fibres disponibles au niveau du PM pour voir là. Et là, la réponse de l'ensemble des personnes qui étaient présentes sur cette réflexion-là a dit
oui, nous sommes tous les opérateurs confondus, on dit oui, on trouvera 20 lignes de disponibles pour faire à ce côté-là. Donc, ce que je veux dire, oui, c'est possible de récupérer au moins, à minima, toutes ces lignes spéciales directement dans les immeubles sans bousculer les arbres optiques et les déploiements qui ont été faits jusque-là. Et donc, ça, je pense que ça, c'est assez important à faire. Après, ce que je dis, c'est que c'est un choix. Les ascensoristes ont préféré se dire tout de suite aller sur une version plutôt 2G, chose que tout à l'heure, Madame le maire a dit. Oui, certains se sont plaints que justement, on leur a demandé de changer leur équipement. Eh bien oui, parce que l'ascensoriste, il a un kit, 800 €. Donc, c'est vrai que le gars qui dit, ben, tiens, je voulais migrer sur la fibre, l'ascensoriste dit, moi, je maîtrise bien ça, mais il faut me faire un chèque de 800 €. Donc, forcément, ça peut avoir des conséquences, mais ça fait partie des alertes qu'il faut dire pour faire attention qu'il ne se fasse pas n'importe quoi sur le marché. Merci Didier de cette précision. En plus, il nous fait voir qu'il y a peut-être un nouveau métier à prendre là, à l'intérieur des immeubles pour gérer ces lignes. Voilà. Donc, maintenant, on va demander à Pierre-Yves si lui, il a dans ses activités une opinion sur la question. Oui, alors j'ajouterais en fait, ce que je perçois en fait, c'est une assez forte inquiétude des exploitants techniques de réseaux dits critiques. Donc ces réseaux en fait techniques qui ne peuvent pas tomber. Aujourd'hui, ils ont souvent en fait des contrats sur mesure avec Orange, associant des lignes fibres et des lignes cuivre. Et ils s'inquiètent fortement de la fermeture du réseau cuivre parce qu'ils ont constaté, en fait, en s'adressant aux opérateurs commerciaux qui travaillent sur le FTTH, que déjà, en fait, un bon nombre de leurs sites ne sont pas desservis par les réseaux et que l'architecture des réseaux FTTH n'a pas été pensée pour eux. En fait, on a une architecture qui remonte jusqu'au NRO, une architecture en arbre, et qui n'a pas du tout été pensée quelque part pour faire des réseaux privés virtuels de site technique à site technique. Alors que ça existe dans le cuivre. On a des offres de ce type-là à des prix qui sont très compétitifs par rapport notamment au FTTO. Et donc, eux, ils se retrouvent en fait à la fois face à une pénurie parfois de solutions techniques avec une absence de réseau et aussi une pénurie d'offres commerciales parce qu'ils sont coincés entre des offres des offres cuivre peu chères et les offres FTTO très chères qui ne répondent pas forcément. Donc, je pense qu'à la fois, il y a un travail sur les réseaux et un travail à faire aussi sur l'offre pour s'adresser à ces... Bien, merci. Ce que je vous propose, c'est de passer à la question suivante qui s'intéresse à la pérennité. Alors, vous savez que la pérennité, c'est un peu le cheval de bataille du credo. Et donc, la question se résume de cette façon-là. Quelles mesures urgentes faudrait-il mettre en place pour garantir une même qualité de service sur les réseaux fibres que sur les réseaux cuivre? Et à cette question s'ajoute une question qui nous est arrivée sur Zoom, une question des personnes qui regardent cette table ronde. Cette qualité, comment est-ce qu'aussi on va la garantir quant aux aspects sécurité et quand on voit les dégradations que l'on peut malheureusement voir sur certains PM, qui sont peut-être pas, qui reflètent peut-être pas la généralité, mais qui existent malgré tout. Donc pour cette question, ce qu'on a prévu, c'est de vous donner la parole à chacun. Je vais vous demander d'être assez bref malgré tout, mais précis. Et je vous propose de commencer par Pierre-Yves, puisque tu avais le micro. Donc, non, vas-y, commence. Et puis voilà. À moins que tu ne souhaites pas commencer, dans ce cas-là, on va passer. Non, mais dans ce cas-là, n'hésite pas, passe le micro à Mireille. Je sais pas si... Non, mais le premier constat partagé qui a été largement évoqué lors de la première table ronde, c'est tout ce qu'on peut constater de visu dans les rues avec les dégradations. Beaucoup d'interrogations sur la manière dont est organisé le déploiement de la fibre aujourd'hui avec une cascade de sous-traitants. Des espaces économiques qui ramènent l'intervention du raccordeur à quelques dizaines d'euros, avec des interrogations sur les compétences, la formation pour bien réaliser le travail. Et à la FNCCR, on est encore plus inquiet
des risques et des accidents graves qui se produisent sur ces chantiers, notamment lors des déploiements en aérien. Bon, mais ça, c'est des observations que je ne vais pas forcément réinsister là-dessus. Peut-être que d'autres seront plus à même dans ce panel d'en parler. J'avais une remarque un peu aussi sur les conditions économiques. Et s'agissant des RIP, des réseaux d'initiative publique, la question de la viabilité économique de ces RIP sur la durée. Donc, non seulement maintenant pour construire, même si le pic de déploiement est en passe d'être dépassé, mais même à ce stade, il y a des alertes sur les tarifications imposées aux RIP. Hein, je parle d'eux en priorité. Bon, il conviendrait quand même de s'interroger sur le maintien de ces règles tarifaires, puisque les RIP aujourd'hui commencent à s'inquiéter de la capacité à s'autofinancer, à dégager du CAPEX suffisamment pour finir de construire, renouveler et plus tard s'étendre. Donc là, il y a un vrai sujet, surtout si les RIP seront en passe d'être en première ligne pour assurer un service universel. Donc, vous le savez, la plupart des associations de collectivités territoriales porteuses de RIP ont réclamé, c'est également le cas d'Infranum, ont réclamé quand même la création d'un fonds de péréquation pour permettre le financement des raccordements, des extensions futures. Donc, ça nous paraît quand même une question aussi en marge des réalités techniques, et je pense qu'elles seront abordées dans ce panel. C'est quand même aussi un sujet sous-jacent qu'il ne faut pas négliger. Donc, là, on en parle par rapport au déploiement et aux constructions de RIP, mais je suis persuadée aussi que la question pourrait aussi se poser sur les réseaux d'initiatives privées, dans les déploiements d'initiatives privées. Très bien, merci Mireille. On va voir le point de vue d'opérateur, justement. Donc. Oui, alors déjà, peut-être une première remarque, c'est que sur le cuivre, la qualité de service n'est pas non plus parfaite. Hein. Nous, on le voit au titre de Covage. C'est bon, vous êtes loin de Didier, donc pas de problème. Oui, ça va, tout va bien, je peux apporter. Mais il n'a pas sa casquette orange aujourd'hui, donc c'est bon, tout va bien. Exactement. Pardon. Et donc, moi, du coup, les entreprises, du coup, la qualité n'était pas toujours parfaite et que du coup, c'était aussi des entreprises qui n'étaient pas nécessairement fibrées. Donc, on le ressent aussi. Maintenant, deux sujets sur la qualité sur les réseaux fibres. Je vais plutôt séparer ce qui est maintenance et raccordement. Sur la maintenance, nous, on considère que la fibre a plutôt un très bon niveau de qualité de service. On le voit dans nos indicateurs. La fibre, elle n'est pas soumise à la corrosion, elle n'est pas soumise aux perturbations électromagnétiques. Enfin, il y a tout un tas de propriétés du support qui font qu'on a quand même moins de problèmes avec la fibre. Maintenant, le vrai sujet, finalement, ça reste le raccordement, effectivement, avec une multiplication des intervenants, le mode stock, tout le monde connaît. Je vois Ariel qui rigole. Alors, nous, on a mis en place le stock V2 qui est déjà signé avec tous les opérateurs depuis déjà un certain temps, qui permet de faire de l'accompagnement terrain, de mettre en place le CRI photo, de pouvoir facturer aux OC des malfaçons qui ne seraient pas reprises. Alors, je dis facturer, hein, il y a une différence entre facturer et se les faire payer. Mais donc, 3 chiffres sur les améliorations du mode stock qui, on voit bien quand même, ne permettent pas d'aller au bout de traiter le problème. On a encore 40% de raccordements qui contiennent au moins une malfaçon, donc un taux vraiment très significatif. On a 30% des malfaçons qui ne sont pas reprises aujourd'hui. Et on n'a que 20% des CRI photos qui sont complets et conformes. Complet, ça veut dire qu'il y a 5 photos, PBO ouvert avant-après, PB ouvert avant-après, PTO. Et conforme, ça veut dire que la photo n'est pas floue, qu'elle est bien cadrée, qu'on ne nous envoie pas les pieds du technicien, que
Le technicien n'a pas repris 50 fois la même photo, ce qu'on voit aussi. Et donc aujourd'hui, effectivement, le sujet n'est pas du tout fini d'être traité. Hein. Il y a beaucoup de travaux qui ont lieu avec l'ARCEP et en interop pour continuer à régler le problème, mais on n'y est pas encore. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça va s'accélérer, enfin, les raccordements vont s'accélérer avec la migration vers la fibre et donc la fin du cuivre. Et donc, il faut que dans les 2 prochaines années, on ait réglé les problèmes pour éviter effectivement potentiellement une catastrophe sur les raccordements. Et donc, on considère qu'il faut plusieurs choses. D'abord, donner à l'OI les moyens d'être responsable sur son réseau. Donc, d'avoir les plannings d'intervention des techniciens des OC et d'avoir des CRI photos qui soient complets et conformes, si ce n'est à 100%, au moins le plus proche possible de 100%. On veut aussi que l'OI puisse reprendre la main dans certains cas, notamment pour les raccordements très longs et les raccordements complexes. Dans les zones où on aurait une accidentologie particulièrement élevée pour pouvoir traiter les problèmes, et surtout au moment du churn, puisque au moment du churn, la logique derrière le Mostock, c'est de se dire que c'était l'OC qui rentrait chez son client, et donc c'était pour ça qu'il devait intervenir. En churn, on ne rentre plus chez le client, a priori. Et donc on considère que l'OI a toute sa légitimité, cette fois-ci, à reprendre la main sur ces opérations. Donc nous, on est mobilisés effectivement avec l'ARCEP, avec les pouvoirs publics, les délégants, etc., pour améliorer la situation, avec les OC aussi. On espère qu'ils vont nous accompagner dans ce chantier. Très bien, merci beaucoup Laurian pour ce paysage complet de où est-ce qu'il faut intervenir pour améliorer et garantir cette pérennité. Oui. Bon, oui. Donc, je vais commenter peut-être sur l'équipement qui est déployé venant de Corning. Donc, je vais me focaliser peut-être un peu plus sur l'équipement passif qui est déployé. On voit que la qualité des produits, que ce soit le câble ou des boîtiers qui sont déployés, est très importante. Je pense que c'est bien de se focaliser sur des produits qui durent dans le temps. On a l'exemple des BPO en France qui sont là depuis plusieurs décennies, mais aussi voir par exemple des équipements qui sont configurables et qui sont utilisables dans plusieurs parties du réseau. Et je pense même au FTTH, les mêmes produits avec différentes configurations qui peuvent être utilisés sur la partie FTTH ou sur la partie mobile. Cela peut permettre des économies d'échelle. Aussi, les types de solutions qui sont utilisées, et là, je reviens un petit peu vers l'international. Par exemple, je prends juste l'exemple de l'Angleterre où ils ont aussi des plans très ambitieux de déploiement, mais où les coûts de déploiement sont très, très chers et le coût de la main-d'œuvre est aussi très élevé, où ils sont très portés sur les solutions préconnectorisées. Donc, ça permet une fiabilité du réseau, une très haute qualité et c'est extrêmement rapide à déployer. Après, il y a plusieurs types de solutions semi-préconnectorisées ou autres. Donc, voilà, c'est mon intervention. Très bien, merci. Oui, la qualité des produits, le respect des normes, etc., ça fait partie, en effet, de la pérennité ensuite du réseau. Didier ? Oui. À toi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, je suis d'autant plus content, quoi, quelque part. Justement, il va être surpris, hein, mon voisin, mais je vais aller par certains côtés dans son sens, totalement dans son sens. C'est que je suis content de la question qui a été posée. Comment elle a été posée? Bon, quelles mesures urgentes à mettre en place pour garantir une même qualité de service et même pérennité réseau cuivre? C'est pourtant pas ça que j'entends au quotidien, quoi. Au quotidien, j'ai beaucoup de remontées en disant votre réseau cuivre, il est temps de vous en débarrasser ou vous investissez pas assez, vous mettez pas assez de millions sur la table pour l'entretenir. Donc, quelque part, dès lors, la façon dont vous avez posé la question me laisse entendre que quand même, on peut être fier de ce réseau du siècle dernier qui a quand même duré, qui s'est construit et qui a permis à tout un chacun de nous faire goûter au débit. Parce que, bon voilà, hein, grâce à lui, quand même, il y a eu ce XDSL qui est arrivé derrière et qui maintenant nous projette vers le gigabit et tout ça. Donc voilà, donc ça là-dessus. Après, ce que je vais simplement dire,
quelque part. Ça ne va pas vous plaire, tout ce que je vais vous dire là, par rapport, mais c'est un ressenti, justement parce que je fréquente beaucoup de gens, je travaille beaucoup en transverse, et c'est bien avec ma casquette bleue et non autre que j'interviens pour ce que je vais vous dire par rapport à ça. Il ne faut pas confondre, bien sûr, vitesse et précipitation. Et vous dites, il y a urgence. Ça veut dire que tout de suite, il faut mettre en place des mesures rapides, parce que c'est la cata. Là-dessus, je dis, il faut faire attention. C'est vrai que toute l'attention qui a été portée pour faire du raccordable, et tous ceux qui nous critiquent aujourd'hui, qui critiquent que ce n'est pas bien, étaient les premiers il y a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans à dire, vous n'allez pas assez vite, je regrette. Et au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on prend le temps de faire les choses comme il faut, on y met l'argent qu'il faut, le temps qu'il faut, et au lieu de le faire en 20 ans, on va le faire en 40 ans. Mais ce n'était pas le choix. Ce n'était pas le choix de tout un chacun. Donc ça, je veux dire. Après, par expérience, ça fait 45 ans que je suis sur le domaine. Ah oui, ça ne se voit pas, mais 45 ans. J'ai vu, presque, voilà. Et donc, automatiquement, ce que je veux dire par là, 45 ans, j'ai vu se construire 3 réseaux. J'en ai vu 4 se construire, dont un qui a été démonté après. Bon, donc là, mais 3 qui se sont construits, tour à tour. Et on est passé, là, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont trop jeunes, on est passé par les mêmes étapes. L'étape euphorique, l'étape d'excitation, l'étape où il faut y aller, tout azimut, il faut taper dedans parce qu'il faut répondre partout. Il n'est pas question de répondre dans le Gers et pas ailleurs. Il faut répondre partout en même temps. Et donc, ce côté-là, où c'est parti dans tous les sens, à l'époque, une seule entreprise, pratiquement pas de sous-traitance, donc que de l'interne, et pourtant, à l'époque, l'équivalent de nos PMZ d'aujourd'hui, qu'on voit les photos un peu partout, ça s'appelle des SRZ, ou des SRI dans les immeubles, avec des boîtiers étanches, c'est-à-dire c'était prévu parce qu'ils sont souterrains, il fallait qu'ils soient étanches, donc des trucs qu'on ferme comme ça. Et bien, au bout de quelques mois, on ne pouvait plus fermer les portes parce que toutes les jarretières, on était en pointe à point et toutes les jarretières passaient n'importe où, partout, et il fallait tout remettre à zéro. Donc, ce qui veut dire que oui, hélas, on va passer par une phase, et ça n'a pas été calculé par les bureaux d'études et tout ça, même pour le calcul des RIP, le montant des RIP, les CAPEX à y mettre. Il faut passer par une phase construction. On va arriver à une phase stabilisation, parce que quand le maximum sera fait, ce n'est pas au moment du turnover où ça va être la pagaille, un peu, mais beaucoup moins la pagaille. Et après, on remet tout à zéro, on remet tout au propre. Et ça, je regrette. J'ai vu 3 réseaux consécutifs et le 3e ne passera par la même étape puisqu'il est déjà engagé dans la même étape. Donc ça, je dis, il faut accepter de se dire qu'à un moment donné, si on veut aller très vite, pas cher, et puis voilà, quoi. En même temps, avec Objectif Fibre, nous avons fait, et Infranum et tout ça, nous avons fait des études de marché au point de voir aussi la qualification des gens disponibles, des installateurs disponibles, donc sur le plan national. Et il y en avait, hélas, il n'y en a pas assez. Il n'y avait pas assez de gens présents pour pouvoir répondre présents pour qu'à l'instant T, on puisse faire. Je ne rentre pas dans le mode stock ou tout ça, hein, mais c'est pareil. Un mode OI, ça veut dire je prends mon immeuble, je le termine complètement et tout ça. Donc, il me faut, je mobilise pendant une semaine des gens et je ne suis pas sur un autre immeuble. Donc, voilà. Donc, automatiquement, ce côté répondre à la rapidité et tout ça, on n'a pas eu trop le choix. Bon, après, ça ne veut pas dire, et ça n'efface pas, c'est mon côté à moitié plein, mais quand même, je ne suis pas idiot. Je constate, comme vous, tous les jours, y compris dans mon immeuble, des choses qui ne sont pas normales. Donc, avec Objectif Fibre, nous avons cherché non seulement à travailler dans les bonnes pratiques, relever les bonnes pratiques. Et en 2020, nous avons notamment produit un guide et fait réfléchir tous les OC, même Free, qui n'est pas dans la Fédération des télécoms et tout ça, a participé à la réflexion pour bien traiter au moins ce qui est visible, cette fameuse D3, le raccordement client à la fin. Et que tous ensemble, on prenne l'engagement que ce soit fait convenablement dans les règles de l'art. Il faut accompagner tout ça. Ça ne va pas venir tout seul par rapport à ça. Donc, les bonnes pratiques, on les connaît. Faut-il encore qu'on ait envie de les appliquer? C'est un autre sujet. Il faut voir ça avec les donneurs d'ordre. Il faut voir ça avec les clients aussi. Est-ce qu'ils sont prêts à payer peut-être plus cher ou autre dans certains cas de figure? Je ne sais pas. Il faut remettre sur la table
bon nombre de débats. Après, la formation des gens, on dit tout le temps, ouais, ben, il y a des tas de gars sur le terrain, ils sont pas formés. Oui, c'est vrai. Et donc là-dedans, nous avons engagé aussi bien Objectif Fibre que d'autres structures la chasse à répertorier, à référencer les bons organismes de formation et qu'il y ait les bons modules adaptés au travail à faire aujourd'hui. Ça, c'est en place. Ça fonctionne. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Après, comment fait-on pour les obliger? Je discutais tout à l'heure avec une représentante d'un organisme de formation qui me disait, c'est surprenant, maintenant, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour le côté, ils veulent des attestations. Et pourquoi ils veulent des attestations de formation? Parce qu'à côté, il y a un label qui s'appelle NFHQ Habitat qui exige, pour pouvoir obtenir ce label, que la personne qui intervient sur son chantier ait les formations. Et donc, ils cherchent les formations. Donc, peut-être organisons notre écosystème pour que seuls ceux qui ont les véritables formations aient le droit de travailler sur le terrain, qu'on limite le nombre, ce fameux étage-là, rang 3, rang 4, rang 5, qu'il n'y en ait que 2, pas plus, mais qu'on soit ferme là-dessus, et ça marchera très bien. Mais voilà, ce que je voulais simplement dire, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est simplement pour dire, oui, si on ne fait rien par rapport à ça, bon, ben, alors ça, c'est de l'argent, hein, ça coûte de l'argent, ça coûte des délais, mais il faut savoir ce qu'on veut. Très bien, bah, merci beaucoup Didier. Comment passer après Didier? Ce n'est pas le thème de la question, Willy. Hein. Excuse-moi, je voudrais juste revenir. Alors, l'urgent, pour assurer un réseau qui soit aussi pérenne que le réseau du cuivre, la première urgence, c'est peut-être de prendre connaissance des publications du Credo sur la pérennité du cuivre. Didier vient d'insister beaucoup sur la formation et ça pour permettre une qualité de la pose, notamment des composants du réseau. Mais en fait, cette qualité, elle dépend de 3 niveaux. C'est la qualité de l'architecture qui a été designée, c'est effectivement la qualité de la pose et c'est la qualité des composants qui vont être installés sur ce réseau. Et pour ça, effectivement, il y a un corpus normatif qui est assez exigeant en France et auquel il faut normalement être conforme. Ensuite, il y a des exigences de certains clients qui sont plus sévères encore que ces normes pour précisément assurer la pérennité dans le temps parce qu'un réseau, ça vieillit. Donc, ça prend de l'atténuation intrinsèquement par les composants qui le font, mais ça en prend aussi par le vieillissement. Donc, tout ça, dans le design des produits, et en l'occurrence des câbles pour ce qui me concerne, tout ça, c'est pris en compte pour homologuer et qualifier les produits. Mais effectivement, les déploiements de la fibre en France, ça n'a pas été, et ça ne sera pas pour ce qui reste sans doute, un long fleuve tranquille, à savoir que la France est en concurrence sur ses déploiements fibre avec le monde entier et qu'il y a certaines pénuries qui se font. Et on a connu un épisode en 2019 de pénurie de fibres. Et donc, une panique tout de même assez significative d'un certain nombre d'acteurs qui trouvaient plus de câbles et donc qui ont eu, on va dire qu'il y avait des délais à tenir et donc qui ont plus privilégié ce délai que la qualité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, sur certaines parties du réseau, et là, c'est peut-être l'urgence à faire, c'est identifier les réseaux sur lesquels de l'exotique, on dira ça comme ça, a été installé, et puis voir si ce qui a été installé est capable de durer, sinon le remplacer. Alors, une contribution limitée. Je vais passer le micro.
à M. Setix. Pas de valeur ajoutée pour Alsace, je ne compte pas les points. Très bien, très bien. Voilà au moins voilà une réponse rapide. Donc moi, je vais essayer d'aborder le sujet sur un angle un petit peu différent. Peut-être en comparant avec ce que j'ai pu voir dans d'autres pays. En fait, moi, je trouve qu'en France, on a une approche très descendante. En fait, on a essayé de faire un programme homogène qu'on a appliqué à tout le monde, qui a demandé une phase de concertation initiale importante. Et puis après, on s'est aperçu qu'il y a des problèmes de qualité de service qui a amené la SAP à sortir une directive il y a 2 ans maintenant, qui rentre en application maintenant avec plus ou moins de facilité, avec des groupes de travail entre les opérateurs. Et ça, pour faire vite et pas cher. Et si je compare avec d'autres pays européens, moi, j'ai pu constater des postures d'opérateurs commerciaux un peu plus exigeantes en fait, sur la qualité du parcours client, sur la qualité de service. Que sont nos opérateurs français. Et comme ils avaient dans certains pays une approche plus bilatérale, c'est-à-dire en fait que l'opérateur d'immeuble négocie directement avec l'opérateur commercial pour le faire venir sur son réseau, l'opérateur commercial a pu imposer des exigences plus strictes en termes de qualité de service, en termes de pénalité, de délai, plus strictes que celles qu'on a en France. Et comme il y a le principe que d'une fois qu'une clause est obtenue, la meilleure clause s'applique à tous les autres, quelque part, on a dans certains pays en fait, des conditions de qualité de service, de délai et de pénalité qui sont plus fortes que celles qu'on a en France. Alors, peut-être est-ce dû à la différence de montage, mais en tout cas, la situation est celle-là. Tu penses à quel pays quand tu dis ça? J'ai pu voir ça notamment au Danemark, en Angleterre. Merci. Écoutez, merci pour ce panorama. Je vous propose de passer à la question suivante. Oui, alors moi, je déposerai un recours, mais plus tard, parce que les gens, on leur pose une question et ils répondent à une autre. Ça va pas. Hein. Ça va pas, parce que moi, maintenant, quand j'arrive à dire quelle maintenance et quelle qualité sur les infrastructures de réseau cuivre jusqu'à la fin du basculement, on a déjà un peu débordé sur cette question. Mais néanmoins, elle est quand même assez fondamentale, cette question. Et on va passer la parole à Serge Pujol, alors à distance. Bonjour. On recule devant rien, on y va. Écoutez, c'est à moi d'intervenir. Bonjour à tous. Ce que je voulais aborder avec vous, c'est la question des infrastructures aériennes. Et comme on n'a pas le temps de développer, surtout, vous proposer des pistes de réflexion. Les infra aériennes, c'est essentiel parce que il n'y en a pas qu'à la campagne et dans le Gers, comme dirait Didier tout à l'heure. Il y en a même en zone très dense. J'habitais à Nantes et dans ma rue, on était tout en aérien. Et donc, cette infrastructure est essentielle et doit être maintenue dans les meilleures conditions possibles pour que, la qualité du service cuivre, parce que c'est un des thèmes du jour, c'est qu'on soit capable d'assurer une bonne qualité de service pour les abonnés qui sont encore la moitié, en gros, des abonnés haut et très haut débit aujourd'hui, puissent être assurés à l'avenir. En même temps, assurer la qualité de service pour la fibre. Et puis demain, quand le cuivre sera déposé, la qualité de service de la fibre en dépendra grandement. Alors, on a à peu près 14 millions de poteaux en bois pour l'essentiel, en métal, depuis quelque temps en composite imitation bois, qui sont magnifiques. Et il est prévu des procédures qui fonctionnent assez bien entre les opérateurs, les sous-traitants, les producteurs de poteaux en question, pour essayer d'être assez réactifs quand il s'agit de remplacer un poteau cassé ou de remplacer des poteaux qui sont trop vieux pour supporter d'arriver la fibre en tête des poteaux, comme sur l'illustration que j'ai proposé de partager avec vous là, avec le credo. On voit bien qu'on a un poteau bois avec le cuivre en dessous, Serge, je me permets de t'interrompre. On ne voit pas la photo parce qu'on a un petit problème technique sur cette photo. Alors je vous la raconte alors. Voilà, tu nous la racontes. Et donc, on sait que la fibre, il a été prévu et imposé de poser la fibre en tête des poteaux sur des rehosses qui se trouvent en T. Donc, il faut absolument que toutes ces infras soient bien entretenues. Et quand on va retirer le cuivre, on va se trouver dans une situation qu'a évoquée tout à l'heure assez brièvement Olivier Fritz, qui est qu'on n'aura que la fibre sur des poteaux. Alors, quand cette fibre est celle d'Orange ou d'un RIP Orange, on imagine que les choses se passeront naturellement. En fait, la situation est inchangée. En revanche, quand la fibre appartiendra à SFR en zone AMI, puisqu'il y a beaucoup de déploiements aériens en zone AMI,
ou sur tous les RIP de tous les opérateurs de RIP alternatifs, il va falloir bien caler les procédures et se demander si Orange va bien continuer. Alors, je ne doute pas qu'il entretienne bien. En revanche, je me posais la question de est-ce qu'il va accepter cette charge? Parce que c'est une charge, il faut le savoir. Est-ce que par hasard, il ne ferait pas ce que les opérateurs mobiles ont fait, histoire de récupérer un peu d'argent, de vendre les poteaux à un poteau de France qui assurerait le service? Donc ça, je voulais soumettre cette réflexion au débat. Un autre sujet me paraît intéressant. Au moment où on enlève le cuivre, c'est peut-être qu'il faut descendre la fibre. Parce que d'avoir les câbles en haut des poteaux, ça crée une prise au vent supérieure. Ça fait qu'il y a des infrastructures, enfin, des accessoires, je dirais, qui ont été posés, qui peut-être vont vieillir dans le temps. Donc, il serait peut-être intelligent d'en profiter quand on enlève le cuivre pour descendre la fibre. Alors, évidemment, la question, c'est du travail en plus. La question de savoir qui c'est qui va payer pour. Toujours dans les infrastructures, on n'a pas parlé des poteaux Enedis. Il y a beaucoup de réseaux qui sont déployés et qui l'ont été sur les poteaux Enedis en fixant simplement des traverses sur les poteaux électriques. Aujourd'hui, j'ai observé que parfois on met des traverses spécifiques pour la fibre, d'autres fois on utilise les traverses sur lesquelles il y avait le cuivre. Donc la question de qui va gérer les traverses se pose de la même façon de qui va gérer les poteaux. Et puis enfin, j'ai souvenir il y a quelques années que Orange était venu nous présenter dans un Graco sa stratégie sur les NRA. Il y avait des NRA qui étaient sûrs de garder, des NRA pour lesquels ils se posaient la question et des NRA qui étaient pas sûrs, ils étaient sûrs de ne pas garder. Et comme pour les poteaux, si jamais Orange n'est plus dans le NRA, que va-t-il se passer? C'est quelque chose à quoi il faut aussi qu'on réfléchisse pour assurer un bon fonctionnement et la pérennité du réseau fibre dans les décennies à venir. Merci. Merci Serge, en tout cas, de cette vision que tu nous as donnée. On connaît ta passion pour tout ça. Alors, quand on parle poteau, on parle bien sûr poteau télécom, mais on parle aussi appui commun. Et appui commun, bien sûr, FNCCR. Peut-être pas forcément parler d'appui commun maintenant. Je voulais revenir un peu sur le comité de concertation cuivre qui s'est déjà réuni 2 ou 3 fois. Alors, comment est né ce comité de concertation cuivre? C'est directement le plan d'amélioration de la qualité de service du cuivre issu des conclusions de la mission de la députée de Lavergne. Et donc, on a eu en fait droit à une première répétition d'action de la part d'Orange pour améliorer le réseau cuivre là au cours de cette année 2021-2022. Et il y a une première conclusion un peu marquante, c'est que Orange nous a expliqué qu'ils avaient déjà procédé à des remplacements de poteaux, à des remplacements d'équipements de ce réseau cuivre de plusieurs décennies. Et ça se constate dans ces territoires qui ont été particulièrement ciblés et traités. Mais ce qui nous a un petit peu ennuyé sur comment avoir suivre la qualité de service, qu'on n'a pas eu beaucoup de retours et d'indicateurs de suivi de la part d'Orange. Alors, c'est un petit peu une alerte parce qu'avec le lancement du plan de fermeture du cuivre, ne pas avoir beaucoup d'indicateurs sur les résolutions ou est-ce que le passage sur la fibre a été le moyen de régler une difficulté de connexion sur le réseau cuivre? Ça aurait pu être des informations intéressantes. Donc ça, c'était une petite aparté. Sur la question des infrastructures d'accueil. Bon, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, et Orange l'a redit, c'est que pour l'instant, ils considèrent que leur offre GCBLO est quand même une offre rémunératrice et qu'ils ne veulent pas forcément s'en défaire dans l'immédiat. Peut-être que d'ici quelques années, quand la phase de fermeture sera réellement mise en œuvre, les choses se repositionneront différemment. La FNCCR et ses adhérents, que ce soit des syndicats d'énergie ou des communautés de communes,
pour beaucoup d'entre eux, se sont intéressés à la gestion des infrastructures d'accueil des télécoms et à leur valorisation. Donc, ce sont des collectivités qui investissent dans les fourreaux souterrains à l'occasion des opérations d'enfouissement, qui les entretiennent et qui les louent auprès des opérateurs télécoms. Donc, c'est beaucoup de collectivités sont suffisamment gréées, je parle en termes de personnel, d'ingénieurs, techniciens, mais aussi d'outils numériques pour peut-être prendre le relais par rapport à ces infrastructures qui seront laissées je ne veux pas dire en déshérence, mais qui, si elles restent en exploitation parce qu'elles portent de la fibre, ce n'est pas uniquement le cas des appuis communs, pourraient trouver une structure de gestion, soit le syndicat numérique, soit un syndicat d'énergie ou une communauté de communes qui puissent donner, au moins à l'échelle de leur territoire, à l'échelle départementale, voire régionale, une certaine cohérence dans la gestion de ces infrastructures indispensables. Serge a évoqué la question d'un opérateur neutre qui pourrait prendre le relais. Bon, ça fait partie des études qu'on a régulièrement et des échanges qu'on a régulièrement eus avec la Caisse des dépôts. Pourquoi pas? On est peut-être dans une situation où la fédération ou la mutualisation est peut-être plus facilement envisageable. Lorient, peut-être un mot de la vision de Loïc. Oui, on rejoint tout à fait ce qui a été dit par Serge Pujol tout à l'heure sur le fait qu'on est effectivement préoccupé par le fait qu'à partir du moment où il n'y aura plus de cuivre sur les infrastructures, est-ce que la maintenance sera au niveau on ne sait pas. On constate quand même que on doit remplacer aujourd'hui quand même un certain nombre de poteaux qui ne sont pas forcément en état d'accueillir la fibre ou en état tout court lors des déploiements. Donc voilà, ça nous interroge. Effectivement, on considère que le débat sur la propriété du génie civil à long terme doit être ouvert aujourd'hui pour être traité et que du coup cette problématique finalement n'arrive pas. Et puis par ailleurs, ça permettrait de traiter un autre sujet qui est la péréquation du GC au niveau national et notamment les cas des raccordements complexes. Donc les raccordements complexes où on a beaucoup de génie civil à faire, qui est supporté par l'OI uniquement sur son territoire et pas du tout, on va dire, de façon solidaire entre acteurs. Et puis en plus, ça fait des petits bouts de GC un peu partout qui sont invalorisables. Donc ça n'a pas de logique que ça soit la propriété du réseau plutôt que d'être intégré dans un patrimoine commun voilà, qui ferait plus de sens. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ce que disait Mireille tout à l'heure au sujet des tarifs qui sont fixes aujourd'hui. Mais ce sujet-là aussi un sujet, si jamais les raccordements complexes ils devaient rester chez les OI, c'est-à-dire que c'est des coûts qui ne sont pas forcément prévus. Donc il faudrait pouvoir les répercuter. Ok, merci beaucoup. Alors, normalement, non, je pense que tout le monde a parlé, sauf si quelqu'un lève la main. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il était prévu un petit bout là sur la formation. Alors, comme vous en avez beaucoup parlé, je propose qu'on ne l'aborde pas. Juste, quand même, je ne peux pas échapper au plaisir de vous dire que ce que j'ai entendu tout à l'heure m'a fait très plaisir, quoi. Quand j'entends parler de formation, quand j'entends parler quelque part même de certification, comment voulez-vous que je ne prenne pas un certain plaisir à entendre ça? Par contre, maintenant, il faudrait passer des mots à l'acte. Mais ça, c'est un autre débat et soyez sûrs, on l'aura. Très bien. Bah, écoute, Willy, tu vas avoir la dure tâche de terminer la table ronde, soit en nous faisant peur, soit en nous rassurant. Parce qu'aura-t-on assez de câbles cuivre pour faire la maintenance jusqu'au bout? Oui, il y a une courbe qui est le résultat du travail du groupe de travail monté par le CICABEL depuis 2018 pour précisément essayer de se donner une vision sur
ce que sera le marché des câbles cuivre dans les prochaines années. Donc ici en bleu, vous avez le réel constaté. En vert, vous avez plutôt l'image, l'estimatif qui nous est renvoyé par le marché. Et en rouge, plutôt la modélisation du groupe de travail. Cela étant, en préambule, effectivement, là, on voit que ça baisse très vite. Et EuropaCab, donc, qui est le syndicat européen des câbliers, a une baseline qui s'appelle Try Life Without Us, donc essayer la vie sans nous. Et je crois que la boucle locale cuivre, c'est peut-être ce qui risque de vivre cette expression en premier. Parce qu'effectivement, donc là, on voit que le modèle était plutôt robuste, puisque sur les premières années, il a bien suivi la ligne bleue. Alors, je peux expliquer l'écart sur 2021. En fait, en 2020, fin 2020, donc l'ARCEP a pris une décision qui cadrait le processus de fermeture, c'est-à-dire avec cette fermeture commerciale et cette fermeture technique. Et effectivement, avant, lorsqu'on a mis en place le modèle, il n'y avait pas de cadre juridique, donc on va dire que la main était encore dans celui de l'abonné. L'abonné pouvait très bien refuser d'être connecté à la fibre. Et bon, les opérateurs ne pouvaient pas l'y contraindre. Donc, l'ARCEP, par sa décision de décembre 2020, 1446 de mémoire, a instauré cette notion d'annonce, donc d'annonce de fermeture commerciale, c'est-à-dire la fermeture commerciale, c'est il n'y a plus de production de nouvelles lignes. Vous déménagez dans une zone qui est prévue qui est concernée par une fermeture commerciale, vous ne pouvez pas souscrire à un nouvel abonnement sur cuivre. Et puis ensuite, la fermeture technique, là, c'est à coup sûr la maintenance. Après, ce à quoi on s'est attaché dans le groupe de travail à identifier en premier pour faire le modèle, quels sont les drivers de consommation de per cuivre et les drivers les killing drivers. Donc, en consommation, c'est la production, donc c'est l'ouverture de lignes. On en a parlé au début, c'est l'adaptation du réseau, parce qu'un réseau, ça vit. Donc, ça, c'est la production. Et il y a la maintenance. Grosso modo, d'après les plans d'Orange, on va dire que la fermeture commerciale de l'essentiel risque d'intervenir d'ici 2024, on n'aura plus de production en 2024. 10 ans auparavant, pour vous donner une idée, un câble sur 3 qui sortait de nos usines était destiné à la production. Donc, les 2 autres étaient pour la maintenance. Ensuite, effectivement, la maintenance sur le réseau de cuivre, elle est faite de manière curative, pas préventive. Donc, c'est-à-dire, plus vous avez de gens qui se plaignent à des endroits, plus vous allez intervenir dans cet endroit pour maintenir le réseau. Simplement, plus il y a d'abonnés à la fibre, moins les gens se plaignent de leur ligne cuivre, puisque moi, je suis à la fibre depuis 2014. Je ne sais pas ce qui est arrivé sur ma paire cuivre. Elle a peut-être été coupée depuis. Je ne peux pas m'en rendre compte. Et donc, dans le GT, on a pris en compte ce cadre, ce nouveau cadre, et il avait été identifié qu'un logement sur 4 à un logement sur 3 pouvait être considéré par ce que l'ARCEP appelle toujours du reste, une fermeture rapide. C'est-à-dire, en 6 mois, vous avez fait à la fois la fermeture commerciale et la fermeture technique. Donc, nous avons pensé dans le modèle qu'on ressentira un premier impact en 2021. C'est pour ça que nous, notre prévision, elle fléchissait un peu plus en 2021, mais avec une accélération en 2022.
Finalement, le plan de fermeture du cuivre d'Orange a tardé à sortir et est arrivé récemment. Mais globalement, ce qu'on peut constater depuis le début de l'année 2002, c'est qu'on se rapproche plus de notre modèle que de l'aspiration du marché. Donc, effectivement, sécuriser les composants, parce que c'est le premier maillon pour maintenir, parce qu'on a beaucoup parlé de maintenance de la boucle locale cuivre jusqu'à la fin. Si vous n'avez plus de produits, de câbles et de composants passifs et actifs pour maintenir votre boucle locale cuivre, vous allez être rapidement contraint de trouver des solutions alternatives. Donc, on va dire que le modèle économique de tous ceux qui sont concernés, nous y compris, par ces produits, le modèle économique classique va plus fonctionner à très brève échéance. C'est-à-dire, c'est une question d'une ou 2 années, certainement. Après, il y a des engagements contractuels de chacun, mais je veux dire, au-delà de 2024, on ne sait pas. Donc, il va falloir être imaginatif et puis choyer, effectivement, on parlait de fonds de péréquation et peut-être qu'il va falloir être dedans pour maintenir les industriels. Parce que les industriels, il y a 3 choses qui les contraignent. Il y a le parc machine. Il faut un parc machine pour fabriquer les différents composants, parc machine et moule, les différents composants des produits qui composent la boucle locale cuivre. Donc ça, un parc machine, ça se maintient, ça tombe en panne, ça doit se renouveler. Bon, ce serait mieux d'éviter sur ce type de produit. Ensuite, vous avez les compétences, donc les hommes. Là, effectivement, on va peut-être pas mettre des petits jeunes de 20 ans sur ces lignes-là, parce que, mais bon, au moins, il faut être capable de prendre le relais des personnes qui partent à la retraite. Donc, il y a ce maintien en compétences qui est nécessaire. Et ensuite, il y a les matières premières. Donc, nos produits sont les matières premières de la maintenance de la boucle, mais nous, on a des matières premières avec des fournisseurs qui peuvent parfois nous imposer des d'approvisionnement qui soient complètement en décalage avec les perspectives du marché pour tel ou tel produit. Donc effectivement, c'est un exercice, la sécurisation qui ne peut pas être fait chacun dans son coin. Enfin, on ne peut pas laisser les industriels seuls dans leur coin, sinon ça ne va pas forcément bien se passer. Voilà. Ça me semble pas mal, ça, comme conclusion. Vraiment, on va essayer de ne pas vous laisser seul dans votre coin. C'est gentil. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'est la fin de ce cycle de questions de la table ronde, mais c'est jamais terminé, comme on le dit. Et donc, on a quelques questions de la salle et puis de Zoom aussi. Merci beaucoup. Alors, vu le timing, je vais regrouper. Il y a un certain nombre de questions autour du dimensionnement des réseaux. On a un peu parlé du dimensionnement du niveau de surcapacité et de maintenir une surcapacité, etc., en particulier avec les FTTE. La question qui a été posée concerne aussi les Bram. Alors, Bram, c'est aussi une ville à côté de Carcassonne. Ne regardez pas sur Internet où c'est. En l'occurrence, dans le boîtier de raccordement à l'antenne mobile. Sont-ils pris en compte? Faut-il les prendre en compte? Peut-être côté Lorient et côté Pierre-Yves. Oui, alors les Bram, ils sont dans nos offres. Donc les opérateurs peuvent y souscrire. J'ai envie de dire, on raccordera les antennes quand il faudra le faire. Donc si on est prévenu suffisamment en avance, si jamais ça n'avait pas été prévu, on saura faire. Et de toute façon, il y a déjà la surcapacité qu'on a déjà présente dans le réseau qui permet de faire des choses. Donc, on verra, mais à mon avis, il n'y a pas de sujet, ça ne nous préoccupe pas à ce stade. Oui, j'ajouterais en fait, c'est une offre qui a été intégrée dans les catalogues de services des opérateurs d'infrastructure à la demande des opérateurs mobiles.
Aujourd'hui, elle est, à ma connaissance, assez peu utilisée. Et dans toutes les zones urbaines, en fait, quelque part, les réseaux sont suffisamment dimensionnés pour assurer la couverture des points hauts mobiles. Là où il y aura un souci, c'est les sites isolés qui n'ont pas été pris en compte dans le design, mais ce n'est pas l'offre programme qui va répondre à ça. Alors, pendant qu'on continue à poser des questions, je vous invite à regarder donc le dernier icebreaker et puis répondez à la question, c'est du oui-non. Hein, donc, c'est simple. Pensez-vous que la fibre est apte à remplacer le cuivre? Et on continue à poser les questions de la salle et de la salle à distance. Un sujet sur les poteaux. Peut-être Serge. Oui. Quel pourrait être, je mets du conditionnel, quel pourrait être l'impact du retrait du réseau cuivre sur les poteaux basse tension? Sur les poteaux basse tension, oui, sur les poteaux Enedis. Oui. Quel pourrait être l'impact? Et donc, faut-il reprendre le calcul de charge? Est-ce qu'il risque de bouger, etc. Je pense que c'est la même problématique que sur les poteaux téléphoniques. Si on a dû poser la fibre au-dessus, donc si on peut peut-être la descendre, et encore les poteaux béton, c'est quand même beaucoup plus solide que les poteaux en bois qu'on a ici ou là. Donc à mon avis, à part trouver qui va s'occuper des traverses qui ont été accrochées aux poteaux béton, et là ça c'est une vraie question, un détail, on dit le diable est dans les détails. Je pense que les choses devraient bien se passer sur les poteaux Enedis quand on va enlever le cuivre. Oui. Alors, je vais faire 3 remarques. D'abord, la première, ce ne sont pas les poteaux Enedis, ce sont les poteaux, ce sont les poteaux des collectivités territoriales et des syndicats d'énergie. Enedis étant le distributeur. Donc, en tant que FNCCR, je ne peux pas ne pas faire la remarque et ne pas faire reprendre Serge malgré tout. Bon, c'est ça que c'est une facilité de langage, poteau Enedis, mais bon, en tant que FNCCR, je ne peux pas laisser passer ça. Moi, je la comprends un peu de deux façons, cette question. Donc, il y a l'aspect calcul de charge. Si tant est que le cuivre qui a été posé depuis des lustres, là je me retourne vers Didier, et réellement fait l'objet de calculs de charge à un moment donné, mais visiblement la réponse est non. Ouais, donc voilà, donc bon, ça, mais je la comprends aussi peut-être sur un plan un peu plus juridique. D'autorisation et de paiement de redevances. Je ne sais pas, je pense à ça, c'est peut-être pas directement lié, mais voilà, ça me... En fait, si le cuivre, aujourd'hui Orange partage déjà sa traverse cuivre pour les raccordements fibres en grande partie. Donc, je suppose que ce cuivre-là fera aussi partie des campagnes de dépose d'Orange. Et donc, c'est effectivement, on en revient à qui gère cette traverse, à qui elle est confiée à terme. Un dernier point, en fait, c'était pas vraiment c'est une question, mais à laquelle on a déjà répondu au fur et à mesure. Néanmoins, c'est vraiment le sujet qui revient le plus. Comment peut-on garantir la qualité de service? Alors, la question est un peu plus précise dans les différentes phases, avant l'arrêt commercial, avant l'arrêt technique. Et puis, je relaye un point qui a été indiqué dans la salle. Même le ministre évoque le SU Fibra et n'évoque pas le SU THD. Antoine, je te redonne la parole sur ce sujet, si jamais tu as une remarque là-dessus. C'est un scandale. Moi, je préfère parler services que technologie, parce qu'au final, c'est les services qui nous épanouissent dans nos territoires et c'est bien le bien commun qu'on a tous. C'est bien d'aller vers une multiplication des services pour les personnes, pour le matériel, pour les administrations, pour les acteurs publics des territoires. Mais je ne viens pas en polémique. J'avais juste envie de dire pour conclusion qu'on a un bien commun extraordinaire en France qui est la fibre optique aujourd'hui et qui est le socle de toutes les politiques privées et publiques du numérique de demain. Et donc, c'est bien qu'on préoccupe, c'est bien qu'on se réunisse au travers de ces événements pour être toujours meilleurs, mieux coordonnés, plus homogènes et efficaces ensemble. Et je crois que c'est, somme toute, assez positif ce qui nous arrive à tous. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire.
Très bien, mais écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. Ah, Richard voudrait dire un mot, mais ça sera rapide alors. Non, je voudrais passer quelques messages avant. Déjà, je voudrais remercier tous nos intervenants aux tables rondes pour la qualité des échanges que l'on a eus ce matin. Je voudrais remercier aussi tous ceux que vous n'avez pas vus, parce que évidemment, vous avez tous ceux qui sont dans la lumière, mais vous avez tous ceux que vous n'avez pas vus. Je voudrais remercier Laure de la communication. Je voudrais remercier Sophie qui a fait toute la logistique de tout ça. Je voudrais remercier notre partenaire Helium qui a assuré brillamment la partie technique à la fois en physique et en distanciel. C'est la première fois qu'on l'a fait. Ce n'est pas toujours très facile à gérer. Bon, je voudrais remercier Jacques Poleny parce que c'est lui qui a tout fait et puis c'est nous qui avons pris tous les lauriers. C'est parfait. Donc, il a fallu quand même 2 personnes pour le remplacer. Donc, voilà, tout n'est pas perdu. Traditionnellement, les jeudis de la fibre, c'est pas de répondre aux questions, c'est de poser des questions, faire en sorte qu'on en discute, essayer de vous montrer les enjeux, essayer de vous faire réfléchir. J'espère que vous tous qui étiez dans la salle et qui étaient à distance, on a répondu à cet objectif. Et puis, ce qu'on peut vous dire, c'est bien sûr, rendez-vous à un prochain jeudi de la fibre. Pensez-vous que la fibre est apte à remplacer le cuivre? Eh bien, oui, à 100%. Donc, pour Didier, c'est un verre plein. Il n'est même pas à moitié plein ou à moitié vide. Donc là, c'est vraiment super. 3 petits points de logistique avant de passer la parole à notre président. Bon, le replay de cette table ronde sera disponible. On vous invite ensuite à venir boire un verre avec nous pour ceux qui sont en présentiel. Donc, ça a 2 objectifs, c'est de se rencontrer, discuter un peu et puis aussi inciter ceux qui sont à distance à venir la prochaine fois. Voilà. Et vous pouvez aussi rester déjeuner éventuellement. Et voilà, encore une fois, je vous dis au prochain jeudi de la fibre. Je passe la parole au président parce que pour la conclusion. Oui, je voulais juste conclure très rapidement avant qu'il y ait un mot très simple. Moi, de cette matinée, j'ai retenu quelque chose de très simple. C'est en fait, on n'a pas le choix. Quand vous regardez la courbe qu'a montré Willy Pellat, quand vous écoutez les uns les autres, de toute façon, on n'a pas le choix, le cuivre va fermer. C'est inéluctable. Donc maintenant, il va falloir faire au mieux, et c'est pour ça que le Credo va se mobiliser pour obtenir, avec les nouveaux réseaux, des qualités de services de communication qui nous permettent à tous de vivre et de profiter d'un bon, enfin je ne vais pas dire d'un bon déjeuner encore, mais la prochaine fois, on va organiser un déjeuner. Vous le prenez. Voilà, vous voyez, pour ceux en présentiel. Donc, à très bientôt. Merci à vous.